Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver et de vous accompagner pour le reste de cette semaine pour Accès Direct. Accès Direct, c'est 30 minutes d'actualité, d'information et de découvertes en direct sur 8 Mont-Blanc. N'oubliez pas, vous avez la possibilité de nous envoyer vos questions ou vos commentaires sur nos réseaux sociaux, sur notre page Facebook avec le hashtag Accès Direct. Au programme ce soir, je recevrai Louis Laugier, le préfet de Savoie. Nous parlerons ensuite des femmes qui ont marqué la Grande Guerre. Et en fin d'émission, un focus sur un nouveau restaurant très tendance, le Kiaora. Mais avant tout ça, les titres du JT avec toi, Fanette. Salut. Alors on commence, salut, bonjour. On commence avec l'hôpital, le centre hospitalier d'Annecy, qui va s'agrandir. Voilà, il va s'agrandir parce qu'il est tout simplement à bout de souffle. Il a été construit il y a 10 ans seulement, mais avec les chiffres de 95 et donc plus 60% d'activité. Un exemple, les urgences, les urgences ont été conçues pour accueillir 25 000 patients. On en est à 80 000 par an. Donc il va y avoir 3 bâtiments construits et une réorganisation complète des services. On verra ton reportage complet dans le JT. Et ensuite, on aura un sujet très intéressant, un sujet d'Olivia sur la restauration des tableaux. Voilà, c'est tout le temps des images sympas parce qu'il faut beaucoup de patience et de minutie pour des métiers comme ceci. Donc c'est une restauratrice d'œuvres d'art qui est installée à Aix-les-Bains, qui là s'est attelée au tableau d'un peintre, Joseph Radiola, qui est exposé habituellement dans une chapelle à Samoin. Et donc on va voir un petit peu, on va suivre tout le processus en fait de cette restauration au fil de différents reportages. Merci Fanette, tu reviens tout à l'heure pour la revue de presse. Je n'y manquerai pas. Allez, on passe à notre invité du jour. Mon invité du jour ce soir, c'est Louis Laugier. Louis Laugier, bonsoir, vous êtes le préfet de Savoie. Oui, bonsoir. Merci d'avoir fait le déplacement. Je sais que les journées de préfet sont bien remplies. Alors, vous avez succédé donc à Denis Labbé le 2 janvier 2018. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est un peu un retour aux sources, puisque qu'après Saint-Cyr, vous êtes passé par le 13e bataillon de chasseurs alpins. C'est exact. J'ai déjà servi en Savoie dans d'autres circonstances entre 1990 et 1995. Alors, vous arrivez de l'Aveyron, vous étiez préfet. L'Aveyron, c'est un département bien différent d'ici. C'est un département qui est à dominante rurale, beaucoup moins de dominante, je dirais, urbanistique, avec une activité peut-être plus partagée que dans le département de la Savoie, avec notamment une forte activité agricole, une forte activité industrielle, mais moins de tourisme. Alors on peut dire que depuis votre entrée en fonction, vous n'avez pas été épargné en ce qui concerne les accidents en montagne. Le week-end dernier encore a été meurtrier. Comment est-ce qu'on arrive à gérer tout ça? Comment est-ce qu'on essaie en tout cas de gérer tout ça? Disons que tout ça, c'est un travail de préparation de longue haleine, à base d'exercices initiaux pour que les services soient les plus réactifs possibles. Quand on regarde bien, vous avez raison, il y a eu des accidents en montagne. On doit avoir, je crois, 5 personnes qui sont décédées hors domaine skiable dans le département depuis le début de l'année. Mais vous remettez ça en perspective par rapport au nombre de lits touristiques, en gros 23 millions dans le département. On est quand même dans un domaine qui est, je dirais, globalement sécurisé. En revanche, c'est vrai que pour les familles, c'est terriblement éprouvant. Pour nos services aussi, qui vont sur le terrain, pour rechercher des personnes. Il y a encore 2 personnes qui sont actuellement disparues et pour lesquelles les recherches continuent. Toutes ces spécificités du département, ces accidents inhérents à la neige, à la montagne, c'est ce qui fait justement la spécificité? Je crois vraiment que c'est une dominante dans le département. Je vous ai donné le chiffre des nuitées, ce qui veut dire qu'en réalité, vous avez beaucoup de monde qui vient dans le département. Et puis, c'est là où il y a les plus grandes stations de ski. Donc en fait, moi je ne peux qu'inviter les personnes à respecter quand même les consignes de sécurité. Lorsque le risque 3 est affiché, vous savez, c'est un chiffre qui catégorise le risque en montagne, eh bien cela signifie qu'il faut être extrêmement prudent, respecter les consignes de sécurité données par les stations de ski et éviter de faire du hors-piste, là il ne faut pas en faire, le faire que dans les endroits autorisés, et puis lorsqu'on fait de la randonnée, être extrêmement prudent également. Comment on peut expliquer justement que malgré toutes ces recommandations, malgré tous les risques qui existent, il y a encore des gens qui... Parfois des personnes qui n'ont pas forcément bien visionné non plus l'endroit qui était autorisé ou qui n'était pas, je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que puis d'autres personnes qui pensent connaître les lieux. Et il faut savoir qu'en montagne, eh bien, la nivologie n'est pas une science exacte. À chaque fois, il y a ce risque à prendre en compte. Et donc être extrêmement prudent, mettre une dose de prudence supplémentaire par rapport à ce qu'on ferait d'habitude. Alors la neige, c'est aussi les chassés croisés sur les routes et les accès en station. C'est une problématique qui ressemble un peu à une arlésienne. Chaque vacances, on est confronté à... En réalité, oui, si on regarde quelques week-ends dans l'année. Mais si vous regardez le nombre de week-ends concernés par les chassés croisés, vous vous apercevez qu'il n'y a que quelques situations difficiles. Alors, les situations difficiles s'expliquent notamment par les conditions météorologiques
Que vous ne maîtrisez pas. Que nous ne maîtrisons pas. Nous avons des prévisions qui permettent quand même, dans certains cas, d'avertir la population. Moi, il m'est arrivé de faire des communiqués de presse en amont. Pour tout vous dire, nous avons des réunions de coordination avec le conseil départemental et les différents services de l'État tous les vendredis de la saison hivernale pour essayer d'anticiper au mieux par rapport au mouvement. Ceci dit, vous avez donc des consignes que l'on peut donner, comme par exemple partir plus tôt, partir plus tard en fonction des conditions. Avec les équipements. Avec les équipements. Dans les deux cas, les consignes ne sont pas forcément ni lues, ni entendues, ni appliquées, on va dire. Et effectivement, tout ça pose des difficultés. Lorsque vous avez des voitures qui roulent sur une route qui est complètement dégagée avec des chaînes à 15 km/h, eh bien vous créez mécaniquement un embouteillage derrière. Le développement économique et le tourisme en station, j'imagine que ça vous tient particulièrement à cœur. Je dirais que depuis mon arrivée, j'étais à la fois pris par des circonstances événementielles, donc notamment vous avez évoqué les intempéries, et après ça, j'ai quand même consacré aussi beaucoup de temps à commencer à travailler avec les différentes professions, avec les élus, avec les institutionnels, pour avoir une vision partagée du territoire. Et dans ce cadre-là, la question du tourisme, avec à la fois l'afflux de population, la question de l'exploitation par exemple de l'eau, la question du foncier, tous ces sujets-là, nous travaillons dessus en commun. Et l'emploi, bien entendu. De manière plus générale, quels sont les gros dossiers là, que vous souhaitez traiter lors des prochains mois? Je crois que le département de la Savoie, d'après tout ce que tous mes interlocuteurs ont pu me dire, parce que pour l'instant je le découvre encore, eh bien, est soumis à une forte pression démographique de personnes qui viennent s'y installer. Donc automatiquement, il faut arriver à gérer derrière la question des mobilités et la question du foncier. Et c'est là-dessus que nous allons travailler. L'autre dossier majeur pour moi reste l'emploi. Avec cette connexion qu'il y a entre, d'un côté, on a un taux de chômage qui est plus faible que la moyenne nationale, mais nous avons encore des entreprises qui cherchent des personnes à recruter, et puis des personnes qui cherchent du travail. Donc nous expérimentons actuellement, avec Pôle emploi, qui, je rappelle, place plusieurs milliers de personnes par an, eh bien, nous travaillons avec Pôle emploi et des entreprises que nous avons sélectionnées pour progressivement mettre mieux en adéquation la demande et l'offre. Voilà, c'est un sujet majeur que je suis. Puis je crois que c'est peut-être un sujet dont nous reparlerons ensuite, mais il y a la question quand même, dans le milieu agricole, l'agriculture qui est très riche, dans le sens où elle est très, très développée, avec une véritable capacité d'innovation. Et il y a, au regard de cette activité, il y a quand même une difficulté qui est évoquée par la profession agricole, qui est celle du loup, de la prédation du loup. Vous n'ignorez pas qu'il y a un nouveau plan d'action qui fait référence au loup, mais également au pastoralisme, et sur lequel je vais être amené à travailler aussi. Vous êtes pour le zéro loup? La question ne se pose pas vraiment comme celle-ci, parce que le loup existe. En revanche, tendre vers le zéro attaque, comme l'a évoqué le ministre de l'Agriculture, est évidemment une bonne version. Et puis, vous savez, le ministre de l'Agriculture a rappelé, avec le ministre de l'Écologie d'ailleurs, dans le cadre du plan, que ce plan à la fois parle du loup, certes, mais parle du pastoralisme. Et je crois que c'est important. Le président de la République l'a redit, il veut remettre l'éleveur au cœur du système. Parlons du Lyon-Turin, là aussi un gros dossier. Récemment, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, M. Bouillon, a annoncé la création d'une cellule anti-mafia. C'est quelque chose qui est devenu indispensable sur ce type de chantier? Alors c'est un dossier qui est... vous voulez arrêter de rappeler que c'est un chantier, parce que très souvent on parle d'un projet, mais en réalité c'est une réalité. Au moment où nous parlons, il y a 400 personnes qui travaillent sur le chantier du Lyon-Turin, puis il y en aura bientôt 2000. Donc c'est un chantier qui, au fur et à mesure, donne lieu à l'élaboration de marchés avec des entreprises, et donc avec des dépenses conséquentes. Et c'est dans ce cadre-là qu'un travail a été mené de manière partenariale entre la France et l'Italie, et qui est piloté au niveau régional sur cette capacité à lutter contre toute dérive dans le domaine de l'attribution des marchés publics. De l'extérieur, ce chantier, puisque vous l'avez dit, c'est un chantier, le grand public peut quand même avoir le sentiment que ça n'avance pas aussi rapidement qu'il ne le devrait. Vous comprenez? C'est-à-dire que le dossier est un dossier qui est lourd, c'est un dossier qui a une durée, comme tous les grands équipements, avec normalement une échéance fin 2030. Mais aujourd'hui, au moment où on se parle, je vous le dis, vous avez 400 personnes qui travaillent dedans. Ces personnes-là, pour elles, ce n'est pas un projet, vous voyez, c'est une réalité, parce que leur vie s'articule autour de ça. Et puis, vous avez des tas de choses qui se mettent en place. Au moment où nous parlons, des tas de projets sont en train de s'élaborer pour notamment être capables de loger toutes les personnes qui vont travailler dans le secteur. Et puis, c'est un enjeu majeur pour la Maurienne, parce qu'à travers ce chantier, eh bien, on peut imaginer aussi pouvoir, de manière structurelle, développer l'économie locale à partir de ce qui était un dossier conjoncturel. Et c'est tout le travail que nous menons avec les élus de la Maurienne. Avant de se quitter, une dernière chose, encore 2 minutes. Un mot sur la réforme de la carte judiciaire. On sait
à tort ou à raison, que la Cour d'appel de Chambéry est plus ou moins menacée par cette réforme. Est-ce que vous comprenez l'inquiétude et la colère des avocats ? Alors disons que vous savez que ce n'est pas du tout dans mon domaine de compétences. Simplement, ce que je peux vous dire, c'est que ce sont les propos de la ministre de la Justice sur le sujet, disant qu'on est dans une phase de consultation et de concertation. Donc pour l'instant, voilà, je ne veux pas vous en dire plus, mais je sais que les échanges ont lieu, tant avec les élus qu'avec la profession. Merci beaucoup, en Merci. tout cas, Louis Laugier, d'avoir fait ce déplacement. Bon courage pour ces prochaines semaines. On sait qu'elles vont être bien remplies. Je vous remercie. Merci à vous. Avant de passer à mes prochains invités, Fanette est de retour sur le plateau pour la revue de presse. Alors Fanette, on commence avec une nouvelle marque pour les guides de montagne. Les guides de montagne, on en parle beaucoup en ce moment, Voilà. avec les avalanches. Mais là, il y a une note positive. Voilà, alors déjà pour commencer, je me suis trompée, c'est pas dans Montagne Mag, c'est dans Éco-Savoie-Mont-Blanc, l'article. Rectification. Et donc c'est le syndicat national des guides de montagne qui fédère donc l'ensemble de la profession, enfin il y a un deuxième syndicat, mais en tout cas qui est le syndicat majoritaire, qui a décidé de lancer une marque qui s'appelle Guide de montagne. Ils n'ont pas été chercher très très loin, mais en tout cas c'est pour communiquer auprès du grand public et imposer la profession un peu plus, parce qu'il y a aussi beaucoup de confusion entre les guides, les accompagnateurs, les moniteurs, etc. C'est une vraie profession à part entière. Donc voilà, c'est une idée pour être plus visible. Et puis de plus en plus de naturalisés suisses du côté de Genève. Voilà, alors comme tu le sais, on a souvent l'occasion d'en parler sur 8 Mont-Blanc, c'est un reportage de nos confrères de L'Aimant Bleu. Depuis le 9 février 2014 et la fameuse votation pour les quotas des travailleurs étrangers en Suisse, c'est un petit peu panique à bord. Et donc il y a beaucoup de résidents longue durée ou d'employés de la Genève internationale qui demandent à être naturalisés en Suisse. 6 000 demandes ont été déposées en 2017 contre 3 900 en 2016, donc c'est assez colossal. Et ce qui explique aussi cette augmentation, c'est que le coût de cette demande de naturalisation est moins cher. Donc du coup, les gens tentent le coup certainement plus facilement. Et puis parallèlement à ça, il y a une unité spécialisée pour lutter contre les fraudes qui a été mise en place, une dizaine d'enquêteurs pour vérifier qu'il n'y ait pas de fraude à la prestation sociale. Donc un reportage à découvrir chez nos confrères de L'Aimant Bleu. Et puis toi, on commence avec une démission. Est-ce que c'est la faute à la fusion des communes ? En tout cas, on sait, les histoires d'amour finissent mal en général. Exemple concret, du côté de Talloires-Montmain, sur les bords du lac d'Annecy, où le maire délégué de Montmain, M. Robert Tujan, à gauche sur cette photo, a décidé de rendre son tablier, un peu plus de 2 ans après cette fusion avec Talloires. A priori, selon les premières informations, il n'a pas vraiment voulu s'exprimer publiquement, mais il y aurait des tensions qui seraient apparues avec Jean Favreau, son collègue de Talloires. Donc voilà, on ne sait pas trop, mais en tout cas, il y avait de la friture sur la ligne. Il a eu peur que sa commune soit absorbée par Talloires. C'était la grosse crainte quand la fusion a eu lieu. Maintenant, on verra ce que ça donne. En tout cas, c'est une démission qui est un petit peu surprise. Et puis, les fêtes de Genève devraient bien être de retour, enfin se poursuivre en tout cas. Voilà, puisqu'il n'y a pas que le Nobilag en Suisse, puisque ce dimanche, il y avait aussi une votation pour les fêtes de Genève, une votation qui concernait les fêtes de Genève, avec une initiative qui se disait pour des fêtes plus courtes et plus conviviales. Cette initiative a été rejetée à 54,5%. C'est donc une victoire pour les partisans de la formule actuelle des fêtes de Genève, malgré des pertes de presque 10 millions de francs suisses sur ces 2 dernières années. Pour les défenseurs de cette initiative, les fêtes de Genève étaient trop coûteuses et elles engendraient trop de nuisances sonores notamment. En tout cas, pour l'instant, les fêtes de Genève continuent. Il faut aussi savoir que des états généraux du tourisme auront lieu le 15 mai prochain pour décider de l'avenir de ces fêtes de Genève. Elles sont maintenues, mais peut-être dans un format un petit peu différent, peut-être moins coûteuse. On verra. Affaire à suivre. On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, Fanette. Merci, on se retrouve tout à l'heure si on a le temps, en fin d'émission. Oui, pas de souci. Allez, je reçois à présent mes 2 prochaines invités, Sylvie Miranda et Evelyne Garlachelli du Club Soroptimiste International d'Annecy. Bonjour. Mesdames, bonsoir. Bonsoir. Prenez place sur ce canapé. Avant toute chose, Evelyne, est-ce que vous êtes la chargée de communication du club? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le Soroptimiste International? Alors, le Soroptimiste International est une ONG qui est représentée à l'ONU, qui a un statut consultatif, le plus élevé d'ailleurs. C'est une de nos membres d'Annecy qui nous représente d'ailleurs dans cette instance. Et elle a pour vocation de promouvoir l'éducation des filles, la promotion des femmes dans le monde. Alors, vous êtes présente sur ce plateau pour nous parler d'un projet qui rend hommage à une femme d'exception, le docteur Suzanne Noël. Qui était Suzanne Noël? Alors, Suzanne Noël était chirurgien. Elle était pionnière de la chirurgie réparatrice. Elle a passé une grande partie de sa vie à réparer les gueules cassées, donc pendant la Grande Guerre. C'était une grande dame
qui a créé en plus le premier club Soroptimiste France et plus tard le Soroptimiste International Europe. Alors, en quoi consiste ce projet que vous annoncez pour cette année 2018 ? Alors ce projet, effectivement, nous l'avons lié à la commémoration du centenaire, puisque le docteur Suzanne Noël, qui est un petit peu oubliée, elle n'a pas la notoriété de Marie Curie, on aimerait bien, parce que c'était quand même une pionnière à l'époque, et elle était un petit peu, effectivement, mise peut-être sous le boisseau, je ne sais pas pour quelle raison, peut-être parce qu'elle avait une vie de combat, elle avait aussi une vie de couple un petit peu, je dirais, originale pour l'époque. Et les femmes avaient du mal à exercer notamment la profession de médecin, donc elle a dû s'installer après la guerre. Et à la Seconde Guerre mondiale, elle a aussi œuvré dans la clandestinité pour modifier les visages, les nez sémites, pour modifier les visages des résistants. Donc c'est une femme vraiment exceptionnelle. Et on voudrait que notre fondatrice de l'Europe, puisque Annecy c'est une ville européenne, eh bien, représente non seulement les femmes de guerre, mais aussi le parcours des femmes de combat. Et donc ça va se matérialiser avec une statue ? Une statue monumentale. Et avec l'accord de la mairie, nous allons pouvoir l'édifier à l'emplacement de l'ancien hôpital. Nous avons fait appel à une sculptrice annécienne, Kimia, qui nous a proposé, qui déjà a répondu présente à l'appel. Et le projet se prépare depuis un petit moment. Il va falloir mettre en place, il va falloir le financer et nous avons choisi de lancer l'appel aux dons, on va appeler ça comme ça, la date du 8 mars quelque part, puisque le 8 mars c'est quand même la journée de la femme. Suzanne Noël a quand même œuvré pour les droits des femmes, notamment pour le droit de vote. Donc c'est important pour nous de lancer cet appel de participation. C'est une campagne de financement participatif ? Une campagne de financement participatif. Donc, en sachant que la mairie nous soutient, la mairie est avec nous. Nous espérons que des entreprises nous soutiendront et les particuliers, évidemment. Alors, vous l'avez dit, Kimia n'a pas pu être présente sur ce plateau. Oui, malheureusement. Quelques mots sur cette artiste annécienne. Enfin, oui. Je ne sais pas si elle est annécienne. En tout cas, oui, elle est annécienne, donc elle a fait les arts appliqués. Elle a beaucoup travaillé sur le corps et sur le métal, donc elle est reconnue pour cela. Elle est d'ailleurs exposée, elle a des collections permanentes au musée Ford d'Aix-les-Bains. Elle est présente chez la galeriste Sylvie Platini, elle expose en ce moment aussi à Lyon. Elle est maintenant reconnue pour son travail. Là, cette sculpture sera en inox et en bronze, donc elle a toute capacité, et c'est une femme, pour représenter effectivement cette œuvre monumentale qui sera donc visible à l'emplacement de l'ancien hôpital d'Annecy. Donc c'est un lieu symbolique, une statue de l'ordre de 2,50 m à 3 mètres, Ah oui, et qui sera donc située à hauteur du rond-point au-dessus de l'ancien hôpital. Qui sera relativement visible. Pourquoi avoir fait le choix d'une statue ? C'est ce qui vous semblait le plus représentatif ? Oui, et surtout, le Soroptimiste France, depuis quelques années, nous parle des rues féminines, des squares, qui n'ont pas de nom de femmes. Il y a peu de statues féminines. Et c'est vrai que c'était important pour nous de faire un peu plus qu'une rue. Ça, c'est sûr. Et Suzanne Noël est décédée un 11 novembre et l'idéal ce serait que l'inauguration de cette stèle se fasse le 11 novembre 2018. Au centenaire de l'armistice. Au centenaire. C'est une façon un petit peu de boucler la boucle entre le médecin, le centenaire, la Grande Guerre, les femmes. Voilà, c'est un grand projet qui nous tient à cœur. Est-ce que d'autres événements sont prévus pour cette année 2018 pour rendre hommage aux femmes de la Grande Guerre ? Alors nous avons comme projet effectivement de cadencer ce mécénat. Nous allons organiser vraisemblablement un événement avec une conférence. Kimia sera présente avec un historien ou une historienne. Nous attendons maintenant les confirmations des intervenants, mais c'est prévu pour le mois de mai. Et tout au long de ces quelques mois, nous allons aussi œuvrer pour réunir les fonds et concrétiser pour le 11 novembre, comme vient de le dire Sylvie. Alors concrètement, pour ceux qui souhaitent vous venir en aide, comment est-ce que ça se passe ? Donc il suffit de nous contacter, donc facilement sur le site, enfin sur internet par le site Soroptimiste Annecy. L'adresse mail c'est annecy@soroptimiste.fr.
Voilà, et on nous trouve facilement, de toute façon, sur tous les sites où les associations apparaissent, un petit mail. Je rappelle qu'on peut déduire, 66% des dons versés ouvrent droit à une déduction fiscale. Ça aussi, c'est important. Et nous espérons, voilà. Et nous diffusons largement cette plaquette, voilà, tant auprès des entreprises, des institutionnels, des particuliers, des établissements privés, hospitaliers et autres. Merci beaucoup en tout cas, mesdames. Merci beaucoup de votre soutien. Et puis on espère que tout sera dans les temps. Merci beaucoup. On l'espère, merci beaucoup. Allez, on passe à la rubrique On en parle pour aller jusqu'à la fin de cette émission. Marie-Hélène Lemoine, Clémentine Nauty. Clémentine, Marie-Hélène va pas tarder à arriver, le temps d'être équipée. Oui. Alors vous êtes la co-gérante d'un nouvel établissement, oui. un endroit gourmand tendance, oui. où il fera bon vivre. Alors je dis fera parce que l'établissement n'est pas encore sorti de terre, enfin complètement, l'ouverture n'a pas eu lieu. Voilà. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'il a de plus, votre restaurant, comparé à tous ceux qui existent à Annecy? Alors donc c'est vraiment un coffee shop en fait qu'on va ouvrir où vraiment on a un projet, c'est d'accueillir les gens du petit déjeuner, brunch, déjeuner, goûter. Et en fait on a rencontré un problème avec Marie depuis toujours. Déjà on est végétarienne et nos hommes sont omnivores, mangent comme tout le monde, comme la plupart des gens. Et on a souvent rencontré le souci de trouver un restaurant où tout le monde peut se régaler au même endroit. Et c'est vrai qu'on aime beaucoup aller sur Annecy, déjeuner le midi, découvrir de nouveaux endroits. Et en fait, c'est de là qu'est venue l'idée de créer un endroit qui puisse accueillir tout le monde. Donc aussi bien les végétariens, les végétaliens, les mange-tout, comme on appelle. Voilà, les mange-tout, ce sont donc les omnivores, les omnivores, c'est un peu plus sympa que dire omnivore. Les mange-tout, c'est un peu plus sympa. Donc c'est comme ça qu'est venue l'idée d'avoir notre coffee shop où on pourrait proposer nos pâtisseries, nos repas qu'on a plaisir à cuisiner toutes les deux. C'est quoi l'état d'esprit de Kiaora? L'état d'esprit, c'est vraiment de respecter les produits, c'est de consommer bio, local, un maximum, et aussi vraiment de faire de saison. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel on tient absolument. Vous ne verrez pas de tomates l'hiver chez nous, ni d'aubergines, ni de courgettes. Et c'est vraiment en fait de faire les choses selon les saisons. C'est surtout ça. Kiaora, donc on l'a dit, n'est pas encore ouvert. Marie-Hélène, vous pouvez arriver sur le plateau. C'est prévu pour quand d'ailleurs cette ouverture, cette fameuse ouverture? Alors on aimerait que ce soit pour mai. Si tout se passe bien, ce sera pour mai. Ouais. Et donc vous aussi, vous êtes en plein dans la tendance puisque vous avez fait appel à une campagne de financement participatif. Tout à fait. Tout à fait. Alors là, d'ailleurs, ce week-end, on a atteint le palier qui nous permet de... De 10 000 €, c'est bien ça? C'est ça, de débloquer les fonds. Il nous reste 7 jours. On espère pouvoir grimper un peu plus parce que forcément, c'est un investissement aussi important. Et même si on a atteint ces 10 000 €, on a quand même aussi besoin, notamment pour notre machine à café, parce qu'on a envie de servir du bon café à nos clients. Et voilà. Vous attendiez à un tel chiffre, dépasser ces 10 000 € à cette période-là? En fait, à chaque palier, je pense qu'on a passé, on se disait, bon, on n'y arrivera jamais. On ne va jamais arriver au suivant, c'est pas possible. Et en fait, non, ça s'est bien passé. On ne sait pas comment, pourquoi. Il y a un engouement autour du projet qui est vraiment fort. Et on est contente de ça, on ne va pas non plus dire on ne s'y attendait pas et tout. Nous, on est vraiment contente et ça nous met une petite pression supplémentaire. Oui, mais déjà, ça nous a bien soulagés. Oui, ça nous a soulagés. Quand on a vu que le palier était atteint, on s'est dit, bon, ça c'est fait, maintenant il n'y a plus qu'à. Et si on peut plus, tant mieux. Hein. Alors, à Kiaora, on va voyager, déjà avec le nom. Comme on rappelle, c'est du maori, ça signifie portez-vous bien, mais aussi puisque la carte s'inspire de vos voyages. Absolument. Autour du monde. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir une carte évolutive? La carte, déjà, elle est forcément évolutive, puisque comme Clémentine a dit, par rapport à la saison. Et nous, on n'aime pas faire toujours les mêmes choses. Donc, on va proposer des plats qui changent en fonction. Voilà. Là, on est allé en Italie pour un week-end. Et voilà. Et du coup, on est revenu. C'était risotto, des pâtes. Et forcément, on s'inspire des voyages. Donc,
ça nous ressemble. Est-ce que vous avez une formation de cuisinière ou absolument pas? Non, c'est plus une question de passion? Pas du tout. C'est une oui. passion pour moi depuis que je suis petite. Ouais, moi c'est vraiment venu de par mon ancien métier où j'ai pu me rapprocher un peu plus de la nature et prendre un peu plus conscience de ce qu'on mange. Et c'est devenu vraiment, c'est ce qui nous a rapprochés et c'est ce qui nous a fait nous rencontrer aussi, c'est l'amour de la cuisine et de faire plaisir aux gens aussi. Toujours dans cette thématique de prendre conscience qu'on mange, ce sera donc une cuisine, comme on dit, healthy, bio, avec des circuits courts si possible. Ouais, Circuit court, oui. Mais surtout gourmand en Ça, fait. c'est important. Surtout gourmand. C'est surtout que quand on dit aux personnes qu'on est végétarienne, en général, les gens... On a un a priori négatif. Voilà. Ouais. Et sauf qu'on est très gourmande et on cuisine gourmand La et preuve, on veut le montrer. Voilà. Avec ce que vous avez apporté, qu'est-ce que vous avez apporté là sur le plateau? Moi, du coup, j'ai préparé le cake au citron qu'on voit dans la vidéo du financement participatif qu'on a voulu présenter. Donc, vegan. Vous pouvez le montrer à la caméra, ce beau cake, si vous voulez. Je la montre à laquelle? Comme ça, c'est parfait. Voilà. Donc voilà, le cake au citron qu'on peut voir dans la vidéo. Voilà. Et puis, les cookies, les fameux cookies. Qui fait la réputation de ils font la Marie. réputation. Est-ce que je peux me permettre d'en goûter? Les cookies, il faut les goûter. Allez, je vais goûter un cookie. Le cake aussi, il faut le goûter. Je goûterai aussi. Ouais. C'est aussi l'avantage de votre endroit, c'est qu'il y en aura pour toutes les sensibilités, vous l'avez dit, pour les végétariens, mais aussi pour les mange-tout. Voilà. Ça aussi, c'était important. C'est important pour nous, c'est la tolérance avant tout, en fait, déjà. Et ne pas juger, ne pas exclure des gens, c'est aussi peut-être les amener à goûter un cookie ou un cake qui a été fait sans casser un œuf ou sans utiliser de beurre. Et ça peut aussi amener à réfléchir sur sa consommation sans faire une leçon de morale ou quelque chose. Et nous, c'est plus un peu c'est attiser la curiosité. Tout à fait. Comment on peut expliquer que ce type de tendance de cuisine un petit peu nouvelle, ça marche autant? Moi, je pense que ça vient surtout, en tout cas de notre côté, c'est d'un souci d'écologie. Et de plus en plus de personnes, en fait, s'en soucient parce que malheureusement, on vit sur une planète qui va mal quand même. Et il faut le dire, le souci premier quand même reste l'exploitation animale, l'élevage intensif. Et de plus en plus de monde en prennent conscience parce que les médias aussi en font part. Donc il y a un message derrière. Voilà, il y a un message aussi. Après, c'est vraiment de sensibiliser les gens, mais sans les pointer du doigt et sans les faire culpabiliser. Parce que forcément, même si on proposera de la viande, ce sera de la viande choisie intelligemment et de qualité. Le lieu de Kiaora est encore mystérieux. Ouais, encore quelques jours de patience. Est-ce que nos téléspectateurs ont la chance d'avoir un scoop ou pas du tout? Non. Non. On peut pas. Dans Annecy? Dans Annecy, au centre-ville d'Annecy. Vraiment au centre-ville d'Annecy, genre entre la poste et courrier, quoi. Entre la gare et le lac, voilà. Vous vous sentez comment, là, à quelques semaines de l'ouverture, prête pour un nouveau grand défi? On est en ébullition, je sais pas comment dire. Oui, ça fait quand même un an qu'on est dessus. Et on travaille fort, dur, et on a vraiment hâte déjà de pouvoir ouvrir le lieu et puis d'accueillir les gens aussi qui nous attendent. Certains nous attendent, donc on a hâte de leur proposer parce que voilà, on est aussi connus, principalement Marie, sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que ces photos font envie. Je confirme aussi, je suis allé voir tout à l'heure. Voilà, donc toutes ces photos sont envie et en général, tout le monde a hâte de pouvoir goûter. On va remettre le lien pour la campagne de financement participatif. Pour ceux qui veulent encore vous filer un petit coup de pouce, on le rappelle, vous avez dépassé le premier seuil, mais si on peut aller encore plus haut, ça sera avec grand plaisir. Ouais, après, avec 5-10 euros, on peut aller loin et voilà, ça fait toujours plaisir. Et ça donne aussi l'occasion de pouvoir avoir dans les contreparties une petite douceur à prendre et à venir goûter après par la suite, parce qu'il y a beaucoup de contreparties gourmandes à avoir en échange de participation. Oui, très intéressant. Merci beaucoup en tout cas, mesdemoiselles. Bon vent à Kiaora et surtout bon courage pour cette nouvelle aventure. Merci beaucoup. Je vous invite à retourner en régie. Fanette va prendre votre place sur ce canapé. Tu devrais goûter, Fanette, ils sont excellents. Après les titres. Pour le JT, donc 2 titres. On commence avec l'hôpital, le centre hospitalier de la région d'Annecy, le Change,
qui va s'agrandir. Voilà, qui va s'agrandir parce qu'il a 10 ans, mais il est déjà à bout de souffle. Les urgences, par exemple, 30 000 passages par an initialement prévus, on en a à 80 000. Donc il va y avoir 3 bâtiments d'extension et une réorganisation des services. Et puis un petit peu d'art avec de la restauration de tableaux. Voilà, c'est Olivia Boisson qui nous propose le portrait d'une restauratrice d'œuvres d'art à Aix-les-Bains. Elle va restaurer un tableau qui a plus de 200 ans et qui est habituellement exposé dans la chapelle de Samoin. Merci beaucoup Fanette, on se retrouve tout de suite après cette émission. C'est fini pour ce soir, j'espère que ça vous a plu. On remet ça dès demain. On parlera notamment de la Société astronomique de Genève. On fera du sport avec Claire de Formrider et Alexandre Martin viendra nous présenter ses longboards. Merci pour votre fidélité. Un grand merci à toute l'équipe en régie. Je vous dis à demain et donc passez une très très belle soirée.